Alors, les asperges, on va les faire un petit peu chauffer là maintenant. Alors, on va les préparer, c'est très simple. Donc ça va être bien sûr une poêle Tefal sur le brûleur, les asperges vertes qu'on vient de faire. Et personnellement, au lieu de mettre du beurre ou de l'huile, je fais une huile verte, donc qui est simple, c'est une huile d'arachide qui est à peine chauffée. On met dans un mixeur et on ajoute dedans de la ciboulette entière. Ce qui explique cette jolie couleur verte. Voilà. Elle vient pas de Mars. Voilà, c'est ça. Et ensuite on le filtre. Je mets la première partie de l'huile dans la poêle. Je rajoute mes asperges, toujours à petit feu parce que comme c'est un légume vert, ça noircit très vite, ça sèche très vite. Je rajoute encore de l'huile vers la tête. Voilà. Un petit peu de sel, de Guérande. Je mets pas de poivre personnellement, j'aime pas. Il faut garder les têtes surtout entières, pas brûlées. Et on va dire aussi le goût. Donc là, ça va assez vite en cuisson. Ça va assez vite, ça va être croquant. Les asperges sont enrobées d'huile. L'huile n'est pas brûlée. Les asperges commencent à peine à dorer. Voilà. Alors pour savoir quand c'est bon, c'est très rapide. Moi personnellement, je pique vers la tête parce que c'est la partie que les gens aiment le plus. Ça commence à être tendre. Donc c'est comme la pâtisserie, un petit coup de couteau pour voir si c'est cuit. Tout simplement. Elles sont croquantes. Je vais les enlever. Elles sont prêtes. Voilà. Je les pose sur l'assiette. Je ne rajoute pas d'huile, rien du tout. Je les laisse comme ça. Donc maintenant, on va attaquer la pomme crique de pommes de terre. On va la râper avec une mandoline. On va la râper tout simplement. L'épaisseur, pas trop fin, pas trop épais. Un peu de sel. On aura mis du sel de Guérande. C'est de Guérande, oui. Bien le sel de Guérande. Les herbes. On va rajouter. Voilà. Donc là, j'ai mis du persil plat et du coriandre. On peut mettre autre chose. Je casse un œuf entier. Et je remue. On peut rajouter un petit peu d'huile si on le désire, je vais le faire. Donc l'huile des costières toujours. Il faut aller très vite pour faire ça, pour une raison simple, c'est que ça va noircir très vite. C'est le seul inconvénient de la recette. Mais bon, une fois qu'on la maîtrise bien, il n'y a pas de problème. Je mets mon sac dans la poêle. La poêle, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Mes pommes de terre. Ça démarre la cuisson tout de suite. Le plus possible à l'intérieur. J'appuie pas trop. Alors je rentre tout bien pour pas qu'il y ait des morceaux noirs brûlés, tout simplement. Là je rajoute une percale de sel, un petit peu. De beurre d'abord. Je remets un tout petit peu de sel hors de la poêle pour le beurre, pas pour les pommes de terre seulement. D'accord. Alors ça on peut le personnaliser après. On peut mettre des champignons, on peut mettre des herbes. Oui, après c'est à volonté. Vous faites ce que vous voulez. Donc de temps en temps faire un petit tour. Voilà, donc un petit voir si ça se décolle. Ça commence à dorer. Voilà. Ouh, c'est beau. Je vais rajouter un tout petit morceau de beurre. Donc là, c'est pas une grosse nécessité d'arroser. Pour savoir si c'est bon ou pas en cuisson, c'est simple. Moi, j'ai pas besoin de faire le système de la langue ou la lèvre. Donc je pique comme ça. Je laisse 10 secondes. Et c'est chaud. Donc là, je vais l'enlever. Je vais un peu l'égoutter quand même. Voilà, je mets sur l'assiette. Donc ça a été démoulé. Voilà, je fais le tour encore une fois, mais je sais que ça n'a pas collé. J'enlève le cercle. Je laisse l'excès qu'il y a autour, ça ne pose pas de problème. Si par exemple il y a un peu de beurre noir, on peut éventuellement l'éponger, c'est pas un problème. Voilà, la garniture est prête. Donc on va dresser nos asperges, nos pommes de terre. Je vais rajouter un petit radis perlé juste pour aller au beurre clarifié. Et le riz de veau. Eh bien allons-y, je vous laisse faire. Attention, je vous surveille. Merci, ça me changera. La pomme de terre, les asperges. On va venir les mettre sur la pomme de terre. Sur la pomme de terre. De jolies couleurs. Le riz de veau bien chaud, là, très lustré. Et brie. Voilà. La sauce sur le riz de veau, j'en mets pas énormément. Voilà. Le radis, voilà, je le mets à côté de mes têtes d'asperges. Et on dit quoi? Bon appétit? On dit bon appétit en espérant que c'est plu aux gens qui pourront voir cette recette. Merci beaucoup à vous Thierry. Voilà, merci beaucoup. Et rendez-vous à l'Hôtel Impérator pour déguster ce plat. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Au revoir. Merci, au revoir. Alors avec ce plat, je vous propose le Roc d'Anglade en millésime 2010. C'est un vin de monsieur Rémi Pedreno qui se situe donc à l'Anglade. On est sur un vin rouge sur le fruit tout en biodynamie. Donc chez Rémi, on a toujours des vins très gourmands sur le fruit et ça accompagnera parfaitement bien le riz de veau.
loin de Nîmes, c'est à Pouls que nous rencontrons une brodeuse à l'atelier des Garrigues. C'est l'heure de votre rubrique métier d'art dans Territoire cette semaine. Je suis à Pouls, dans le Gard, en compagnie de Karine Vegiotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes brodeuse. Absolument. C'est votre métier. En tout cas, on voit ici, vous avez installé votre matériel chez vous. Tout à fait. Donc vous brodez pratiquement uniquement sur commande. Oui, tout à fait. Selon les demandes donc des clients. Et vous avez toute une banque de petits dessins que l'on voit sur ordinateur. Expliquez-moi un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque dans plusieurs thèmes. On peut aller voir en même temps que tout à fait, que les gens peuvent venir consulter. Donc ce sont des modèles de broderie que je peux mettre dans ma machine et que je peux broder. Et donc les gens viennent avec une idée précise. Bon là par exemple j'ai préparé quelque chose pour les enfants et ils regardent ma bibliothèque. En fonction du modèle choisi, je peux leur broder sur n'importe quel support. Et vous en créez également? Et j'en crée également. C'est-à-dire qu'en fait les gens peuvent venir avec leur logo ou avec une image qu'ils possèdent et je vais repartir point par point, je vais la programmer pour faire à base d'un dessin. À partir du dessin, tout à fait, pour pouvoir le broder avec ma machine. Donc des pièces uniques et vraiment au choix de. Comme par exemple des drapeaux ou des choses comme ça, je montrerai. J'en ai un très spécifique, tout à fait. Et puis de tradition, parce qu'on voit là et de tradition. Voilà, donc je fais aussi des fichus d'arlésienne, donc avec des broderies anciennes. Donc je pars de modèles qui sont dans les bouquins anciens, avec beaucoup de petites fleurs, des choses comme ça. Et puis à partir de là, je crée un modèle de base que je brode sur des soies ou des cotons ou des choses comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Donc là, ce que je vous ai préparé, c'est un coussin à doudou. Donc j'ai un petit coussin qui est là, que je vais habiller. Un coussin à doudou? Un coussin à doudou. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir sa petite poche, il va se mettre dedans. Et puis là, je vais le broder. Et puis après, je broderai mon doudou ici. Donc en général, ce qu'on peut faire, c'est mettre le prénom de l'enfant aussi. Donc là, j'ai choisi un petit modèle simple d'enfant qui est sympa. Bon, j'en ai pas mal. Et donc j'ai choisi mon tissu, j'ai choisi mes couleurs. Bon, j'ai déjà mis mes couleurs sur la machine. Donc en fait, quand on a le modèle en bibliothèque, on l'imprime version papier, de façon à le positionner sur l'endroit où on veut le broder. Donc en fait, le principe, c'est de fixer le tissu dans un cadre avec un support papier. Alors il existe évidemment pas mal de supports différents en fonction. Alors là, il faut que je desserre un petit peu. Donc on va le cadrer. On va y arriver. Alors le plus long, c'est la préparation, évidemment, toujours. Hein. Et donc, si la préparation est correcte, la broderie sera correcte. Voilà. Donc je vais y arriver. Donc pas de pli et on serre après. Voilà. Là, tout est bien cadré, impeccable. Donc le tissu est fixé, puisqu'en fait c'est le cadre qui bouge. Donc on va allumer la machine. Je vais fixer mon cadre. Alors il y a plusieurs tailles de cadre, évidemment, en fonction de la taille du motif. Hein. Donc, on va prendre le modèle, on va mettre la clé, on va aller chercher le modèle, c'est la petite fille. Donc là, il se représente en forme de dessin. Donc il suffit de le retrouver parmi tous les modèles que j'ai enregistrés. Donc il vous le faut ici et ici. Oui. C'est quoi alors la différence? Alors là c'est pour le positionner sur le dessin à l'endroit où je veux le broder. Et là, c'est le modèle que je choisis de mettre dans la machine. Voilà, elle est là. Donc une fois que j'ai trouvé mon dessin, il apparaît. Je vais le régler. J'ai choisi les couleurs en fonction du tissu, tout à fait. Donc je vais cadrer de façon à le mettre précisément. Voilà, je fais mes 4 coins. Je pense que c'est bon. On va la lancer. Voilà, c'est parti. Donc après, il ne faut plus toucher à rien. Donc la machine, ce qu'elle fait, c'est que... c'est parce que je viens de l'agresser, mais enfin, c'est pas grave. Elle commence le point de broderie. Donc elle fait exactement ce qui est marqué dans la programmation. Quand elle a fini sa couleur, elle fait un point d'arrêt, elle va sur la couleur d'à côté et elle continue. Voilà. Là, regardez, il y a un souci, vous voyez? Problème. Donc il faut quand même la main de l'homme et de la femme. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, il y a un fil qui a cassé, c'est pas grave. Donc on va le reprendre en arrière et puis on va le rebroder par-dessus. Donc il faut réenfiler. Voilà. Donc là, elle est repartie. Et comment vous avez appris du coup à programmer, à connaître ce logiciel? Donc c'est à Nîmes, à MCL,
où j'ai acheté cette machine-là. Elle m'a fait 2 journées de formation. Vous êtes arrivé à la broderie alors? Par passion. Du coup, là, on voit des broderies pour enfants, mais vous pouvez broder pour des professionnels, leur logo, tout ça, c'est possible. Tout à fait. Donc, j'ai par exemple brodé pour une auto-école. Avec, c'est un levier de vitesse avec le nom de l'auto-école. Donc, pour des artisans aussi, pour des électriciens, pour des associations. Donc, en fait la broderie, c'est très moderne parce que c'est de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer quelque chose, une appartenance à un groupe ou un métier ou quelque chose comme ça. C'est joli parce que c'est pas comme le flocage où juste on colle. Oui, c'est un travail beaucoup plus détaillé. Plus détaillé et qui est beaucoup plus complet, quoi. En plus, on peut mettre, j'ai à peu près 400 couleurs différentes. Ah, j'ai un souci avec ma machine. Vous voyez comme quoi c'est des machines très fragiles. Hein. Oui, il faut vraiment être à côté. Il suffit qu'il y ait un fil qui bouge et qui se déplace de l'autre côté pour que la machine s'arrête. Il faut vraiment surveiller. Il faut que tout soit impeccable. Il faut pas du tout sortir d'une petite rainure. C'est vraiment des outils de précision, quoi. Voilà, donc là, elle fait la séquence de la robe. Hein. Elle avance petit à petit. Alors après, il suffit d'assortir les couleurs, les matières. Bon, là, ce que je fais, c'est que je fais une housse pour le coussin. Et puis, je vais la recouvrir avec ce orange-là. Je vais le doubler. Donc après, on peut personnaliser en fonction des motifs. On met le prénom des enfants, en fonction des couleurs de la chambre. Bon, l'idéal, c'est de tout assortir, quoi. Pour faire quelque chose de joli, parce que la broderie, c'est que du beau. Elle a fini. Voilà. La couture est terminée. Elle m'a fait une jolie petite musique. Donc la petite fille au panier est magnifique, voilà. On la voit. Donc on va pouvoir la décadrer. Hein, donc il va falloir enlever le papier, faire un petit peu pour que ce soit propre, tout ça. Donc le papier, c'est juste un support, mais sans pas oublier de l'enlever. Voilà, tout à fait. Il suffit de l'enlever proprement. Donc on tire simplement, ça vient facilement. Voilà, oui, c'est du papier exprès pour. Donc après, il suffit de l'enlever proprement. Voilà, juste pour vous montrer ce que ça donnera en gros. Donc ça, ce sera le dessous du coussin. Ça, on va le mettre là. Et par-dessus, je viendrai coudre ça. Donc je fais comme ça. Je coudrai la petite dentelle. Et puis, je le fermerai proprement. Je pourrais mettre le prénom de l'enfant ici, la petite fille, par exemple. Et puis je recouvrirai mon coussin avec. Voilà. Là, on voit quelques-unes de vos réalisations. Voilà ce que je voulais vous montrer. Les serviettes de bain, notamment. Alors avec des fards bretons, parce que vous êtes d'origine bretonne. Enfin, vous avez de la famille en Bretagne. J'ai de la famille en Bretagne, tout à fait. Alors, mais voilà. Ça, c'est des créations. Hein, donc, on est parti de photos. Et puis, bon, je l'ai programmé. Et je l'ai brodé, tout simplement. Voilà. Là, par exemple, j'ai le phare Saint-Mathieu. Donc, pareil, nous avons... C'est une création à partir d'une photo. À partir de la photo du phare, tout à fait. Et là, je vois une jolie nappe. C'est la nappe de Nîmes, voilà. Donc, on comprend pourquoi. Et ben, les arènes, voilà. La maison carrée, la Tourmagne et le pont du Gard. On est sorti un petit peu de Nîmes, mais c'est pas très loin. Ça, c'était mes premières réalisations. Donc, elle est assez ancienne, celle-ci. Depuis, je me suis quand même beaucoup améliorée en programmation. Mais ça fait, voilà, c'est quelque chose que... Ça peut donner des idées, voilà. Voilà, tout à fait. Pour décorer ses nappes, ces tables. Tout à fait. Alors après, ça c'est le provençal. Ça c'est des modèles entièrement créés aussi, à partir d'images, de dessins, de photos. Voilà, donc la petite chapelle. Ça c'est le pigeonnier. Voilà, avec les lavandes, avec les ifs. Puis le petit masé.
Voilà. Donc, voilà, création de l'atelier des Garrigues. Absolument, Karine. absolument. Magnifique, et on peut voir ça aussi sur votre site internet. Oui, tout à fait, puisque ce sont des modèles Choisir les modèles. que j'ai créés moi-même, ceux-ci. Merci Karine. Voilà, merci à vous. Après Pouls, direction Marguerite, où nous rencontrons une couturière créatrice d'ours anciens et modernes. C'est en Allemagne, dans la famille Steph, que le premier ours, né le 55 PB, est sans doute le premier ours en peluche du monde. Ses articulations sont encore rudimentaires, mais il présente toutes les caractéristiques des vrais ours, à savoir la bosse dans le dos, les bras longs qui lui permettent de se mettre à quatre pattes ou debout, et les grands pieds, ainsi que les griffes brodées. Le nez et la bouche sont également brodés et les yeux sont faits de boutons bottines. Plus tard, en 1921 à Paris, Marcel Pintel introduit le premier ours en peluche français dans sa collection de jouets mécaniques et de jouets bourrés. Et c'est à Marguerite dans le Gard que nous rencontrons une passionnée, Monique Marin. Nous retournons dans l'enfance de nos grands-parents dans notre rubrique métier d'art. Cette semaine, je suis en compagnie de Monique Marin qui confectionne des ours anciens. Alors ça, c'est en mohair, hein, c'est ça? Oui, c'est le mohair, la chèvre du Tibet. Vous récupérez tout un tas de tissus. Quand c'est du mohair, on achète. Et là, on voit en fait des anciennes tapisseries ou comme ici du vieux velours. Dans les brocantes. Donc c'est une recherche permanente dans les vides-greniers sur Internet, j'imagine. Vous m'expliquez, vous avez les yeux comme à l'ancienne. Des vrais yeux anciens. Voilà. Donc c'est récupéré sur d'anciens ours que des personnes vous donnent ou... Revendre, voilà. Il faut chercher sur Internet. C'est marrant, ils sont attachés l'un avec l'autre. Voilà. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Qui sont vraiment vieux. Donc ça, c'est pas un vrai vieux. Et ça se rapproche. Ça se rapproche et ça fera pareil. On a des transparents. Et après, je les peigne derrière. D'accord. Je fais toutes les couleurs. Et là, vous avez un autre... Alors ça, c'est encore une autre matière, c'est du bois? Alors, du bois, ce sont des boutons de bottines. Il y a une centaine d'années, elles avaient les bottines jusqu'aux chevilles. De toute taille et de toute couleur. Donc, il faut vraiment chiner un petit peu partout pour trouver. Vous voyez, il y a même ce stylo-là avec des petits coins blancs. Ah oui, c'est rigolo. Ils sont marrants, ceux-ci. Ouais. Alors, par quoi vous commencez quand vous... je vois des patrons déjà, hein, forcément, vous avez sûrement créé. Oui. Au départ, on part d'un patron qu'on trouve, mais on transforme. Hein. Oui, parce que vous modifiez parfois un peu la longueur des bras ou des choses comme ça. Ouais. Ils sont articulés, pas tous? Si, on peut s'amuser. Si, moi j'aime bien. Et là, c'est les petites rondelles que l'on voit ici, hein, qui permettent le mouvement. Alors, une goupille, une rondelle en fer, une rondelle en bois, comme ça. Donc il y en a une à l'intérieur du corps et une à l'intérieur du bras. Ça permet de tourner. On le voit dedans. Lorsque l'on tourne. Voilà. Il y en a une ici, dans le corps. D'accord. Et une dedans. Entre les deux, le tissu passe, ça bouge. Pareil pour la tête, les bras, les jambes. Donc, vous voyez, il en faut 10. Alors, ce sont de longues heures de travail. Hein. Combien de temps il vous faut à peu près pour terminer? Un comme ça, 8 à 10 heures. Donc on comprend pourquoi c'est rare. Et après, je prends le fil, le veut noir. Après, je fais comme ça. Donc je vois si c'est bon. Si c'est pas bon, je rectifie, j'arrange. Quand je serai d'accord, voilà, une bouche, on peut les faire qui rigolent pas. On peut les faire qui rigolent. Après. Toute expression possible alors. Ah, oui. Comme ça après. Voilà. Celui-ci est heureux. Oui. Oui. Celui qui a été commandé ici, c'est un nez avec des narines. Donc c'est pas ce style-là, lui. Il va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il veut un nez comme ça, lui. Oui. Qui représente les narines. D'accord. Voilà, donc celui-là. Il y a plusieurs possibilités. Celui-là va être comme ça. Il y a les carrés, les triangulaires. Il y a toutes les formes. Je vais rentrer par là. Je fais un trou pour que le nœud puisse passer dedans.
Et je vais sortir là. Voilà. Donc ça m'a guidée. Alors vous êtes couturière, vous, de métier déjà. Oui. Et il rentre. C'est pour ça que je fais un gros trou là. Comment vous avez été prise de passion pour les ours anciens comme Il y a 6 ans. Ma grand-mère est décédée, c'est une Allemande, et j'ai hérité d'un ours. Et du coup, quand l'ours est arrivé à la maison... vous êtes tombée amoureuse Ah oui, je me suis dit, mais je peux le faire. Voilà. Je me suis dit, je vais pouvoir le faire. Alors c'est long parce qu'il faut faire les points qui se touchent. Là, je le fais plus petit. Après, je ferai plus gros. Comme ça, il aura une bosse plus grosse au milieu. Parce qu'après, il faut repasser beaucoup. Du coup, c'est vraiment la nostalgie de l'enfance et puis aussi du travail bien fait, hein, à la française, le cousu main. Ah oui. Vous faites aussi tous les petits vêtements qui vont aller sur les ours pour les habiller. Parce qu'ils ont une taille spéciale. Donc, il faut tout refaire. C'est pas sûr que mes vêtements iront à tous les autres ours. Donc, c'est du sur-mesure. Ah ben oui. Il peut y avoir un ours qui ressemblera au mien, oui. On va définir la largeur. Je me guide sur la couture qui se retrouve là. Il y a une forme. C'est long parce qu'il faut repasser plusieurs fois. Voilà. C'est ça que c'est vraiment long. Rien que pour le petit nez déjà. Au départ, la personne qui a fait les ours, c'était Margaret Steff, une Allemande. Elle est allée dans un zoo et je pense que c'était un ours qui n'était pas trop haut. Pourquoi elle a pris modèle sur un ours très heureux. Et voilà, les sauvages, là, ils sont pas très... Du coup, vous avez repris la technique de Margaret Steff? Oui. Le premier ours est apparu en Allemagne en 1902. Après, c'était en Amérique en 1903. Voilà, normal. Mais on peut les faire beaucoup plus méchants. Il y a plusieurs. Voilà, j'ai fini. Ça va, il n'est pas trop triste quand même. Non, celui-là, ça va. Du coup, vous ressuscitez de vieux ours abîmés aussi, sûrement, qui ont traîné dans les lits des enfants, qui n'ont plus d'oreilles et tout. Vous les récupérez? Ah oui, j'en ai plein qui viennent, qui m'amènent des ours. Il y en a où il manque les oreilles. Souvent, oui, c'est ça. Oui, la paille commence à être bien dur là. Ah, c'est long. C'est très long. On a un bol, de l'eau, de la mousse, on frotte chaque petite partie. Un autre bol avec de l'eau et de la mousse, on refrotte pour rincer. On essuie de suite parce qu'il ne faut pas que ça rentre dans la paille. C'est de la paille. Et tout doucement, c'est très long, très long. Il est devenu propre. J'ai pas eu le temps de remettre l'œil. Moi, ça me gêne pas, mais bon, je lui remettrai un œil. Donc ça, et alors, il est passé au congélateur, celui-ci? Ah oui, il passe au congélateur. Alors pourquoi? Expliquez-nous ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a des petites bestioles. Dans la paille, en fait, dans la paille. Vieille, comme le gros qu'on a ici. Quand ils sont vieux et que vous achetez un ours, quand il arrive, tout de suite 3-4 jours de congélateur. Pour tuer, en fait, toutes ces petites bêtes qui peuvent s'être mises dans la paille. Donc après, hop, il est tout neuf. Ah, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dedans. Ah oui, celui-là, il a. Celui-là, j'en ai mis. Mais c'est une vache? Oui, parce que... C'est pas un ours? Ce sont les mêmes qui ont été faits il y a 100 ans. Et à l'époque, ils ne savaient pas faire l'ours. 8 heures de travail sont nécessaires pour rapiécer, rafistoler et ainsi créer un nouveau visage à tous ces ours. C'est sur cette musique douce que nous nous séparons pour ce territoire. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous et baladez-vous dans notre belle région.